Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le scrutin présidentiel et la proclamation des résultats définitifs de l'élection, le président de la République sera investi le 23 mai prochain pour un nouveau mandat de 5 ans, 5 années de continuité et de défi. Et quel sera le nouveau profil du gouvernement? Don de vivre aux familles démunies, une organisation non gouvernementale qui œuvre dans du social, aide les familles démunies à retrouver le bien-être. Elle est allée faire don de kits alimentaires dans la commune d'Avranco. Et puis, lancement hier lundi à Parakou de l'examen du certificat de qualification au métier CQM. Près de 1500 candidats planchent actuellement dans 5 centres de composition. On fera le point dans un instant, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Après le scrutin présidentiel et la proclamation des résultats définitifs de l'élection, le président de la République sera investi le 23 mai prochain pour un nouveau mandat de 5 ans. Un mandat placé sous le signe de la continuité pour ce qui concerne des grands projets de développement. Avec quel homme et pour quel défi, Marcel Arrossi a soumis la question à l'analyste politique. On l'écoute. Le chef de l'État, de mon point de vue, a 2 principaux défis. Défis liés à la réconciliation nationale des Béninois avec les acteurs politiques et surtout entre eux-mêmes, et surtout un défi économique. Il faut maintenant que la gouvernance du président Talon ait des effets directs sur l'assiette de la ménagère, dans les plats des Béninois, dans les 3 repas au quotidien que les Béninois doivent prendre. Alors, à cet effet, le chef de l'État est obligé de mettre en place un gouvernement mixé entre les acteurs politiques et les techniciens. Les technocrates, on en a besoin, par exemple, dans des départements clés, où, en fait, ce qui vous amène, ce n'est pas d'abord votre posture, mais plutôt votre manteau de technocrate, par exemple à l'agriculture, par exemple à l'énergie, par exemple à l'économie, par exemple aux affaires étrangères, par exemple à l'enseignement supérieur, à la santé. Ce sont des départements de tout temps, très souvent tenus par des techniciens. À la base, ils peuvent être des acteurs politiques, mais à la base, ils sont d'abord technocrates. Donc ceci ne doit pas être perdu de vue. Aussi, il faut le rappeler, avant, le chef de l'État n'avait qu'à faire avec 2 partis politiques pour former son gouvernement. Aujourd'hui, il a ratissé l'âge pour pouvoir aller à la reconquête du pouvoir. Donc, au total, dans un conglomérat de 5 à 6 partis politiques avec qui il doit discuter pour mettre en place son gouvernement, plus les technocrates, je crois que voilà le tableau sur lequel il doit pouvoir surfer pour mettre en place la prochaine équipe gouvernementale qui doit relever avant tout un défi d'unité nationale, un défi de réconciliation et également un défi d'économie pratique qui doit tomber dans les assiettes des Béninoises et des Béninois. Le Bénin, désormais premier producteur de coton en Afrique, et pour la dernière campagne, le pays a enregistré une production record de plus de 7000 tonnes. Des résultats obtenus grâce aux réformes et à l'appui de la recherche. Les précisions avec William Tchouki et Benjamin Denayon. Elle avait plafonné pendant des années en dessous de 350 000 tonnes. La filière coton, une culture locomotive qui a connu des heures sombres, malgré avoir englouti des milliards de nos francs. À la campagne 2015-2016, la production du coton va redécoller.
Premier acte de ce succès, de nombreuses réformes engagées par l'ancien magnat de la filière, devenu président de la République. On est passé par exemple de 3 familles à 2 familles, la famille des égreneurs, la famille des producteurs. On a arrivé par exemple à organiser la mise en place des différents intrants à temps. On est arrivé à lutter un peu contre les bradages des intrants qui se faisaient et qui fait que les gens n'arrivaient pas à appliquer les doses recommandées. La filière est désormais gérée par le secteur privé. La mise à disposition des producteurs dans le temps et en quantité suffisante des intrants et des semences de qualité. Et c'est ici qu'intervient l'acte 2 de ce succès, le rôle combien fondamental de la recherche. La recherche a contribué à améliorer les doses, utiliser la fertilisation du cotonnier à travers une amélioration des doses d'engrais qui sont apportées. Les études ont montré que le bilan minéral n'était pas toujours au top avec les doses qui étaient recommandées pour le NPK et pour l'urée. Donc la recherche a travaillé à améliorer, à régionaliser les doses et à donner des recommandations qui permettent d'améliorer ces doses-là. Tout ça a contribué à mesure. Pour l'entretien de la parcelle aussi, l'entretien des parcelles cotonnières, la recherche a identifié ce qu'on appelle des herbicides de post-levée, c'est-à-dire les herbicides qui peuvent être appliqués après que le cotonnier est levé et qui détruisent les mauvaises herbes en laissant le cotonnier pousser. Ça a été d'un apport important pour l'amélioration de l'entretien des parcelles et pour le rendement et pour la production en général chez le cotonnier. Les traitements phytosanitaires également, la recherche a toujours travaillé à trouver de nouvelles molécules qui permettent de mieux lutter contre les insectes ravageurs du cotonnier. En 4 ans, le Bénin a doublé sa production et supplante tous ses concurrents ouest-africains avec de meilleurs rendements et plus de revenus pour les producteurs et pour l'État béninois. Mais il y a mieux, le délintage a démarré avec une meilleure mécanisation. Elle embarque toute l'agriculture béninoise. Acte 3 de ce décollage. Les ambitions actuelles du gouvernement, c'est qu'on arrive à moderniser notre agriculture. Ça veut dire qu'on ne peut pas continuer à cultiver à la roue, à la tabac ou même à la culture à télé. C'est déjà trop limite. Il faut mécaniser maintenant les diverses opérations culturelles. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de travailler. Et un des éléments pour arriver à cette mécanisation-là, c'est pouvoir mécaniser le semis. Et pour avoir un semis mécanisé, il faut de la semence délintée. C'est pour cela que la filière a acquis une unité de délintage qui est maintenant l'usine de Béméleke et sur laquelle nous sommes en train de faire les réglages pour rendre ça performant. Les semences délintées, on le sait, ça permet par exemple, au lieu de consommer à 5 graines par poké parce que c'est pas bien maîtrisé, alors que quand la semence est délintée, avec des semoirs, on peut semer à une seule graine par poké. On sème plus vite. Et non seulement ça permet d'économiser le temps de travail parce que quand vous semez à 5 graines par poké, il faut arriver à démarrer pour laisser un seul plan au poké et ça, c'est une autre charge. Mais quand vous semez directement à une graine par poké, là, cette opération-là est éliminée. La semence délintée germe mieux et plus rapidement. Donc, cela vous permet même de gagner un peu plus dans la précocité de semis, qui est un avantage énorme. Et tout ce que nous faisons à la recherche, même en traitement insecticide, on ne recommande que des molécules qui sont acceptables sur le plan environnemental, qui sont les moins toxiques possibles pour l'homme, pour les animaux et pour tout. Le Bénin s'est tissé au rang de premier producteur de coton-graines en Afrique. Il n'entend pas redescendre. L'AIC, l'Association interprofessionnelle de coton, table pour une production pouvant atteindre 1 million de tonnes en 2022. Hier, 26 avril 2021, mesdames et messieurs, c'était la journée mondiale de la propriété intellectuelle. C'est un événement qui a eu lieu depuis 2001 et le thème retenu cette année est propriété intellectuelle et PME, commercialisez vos idées. La ministre du Commerce et de l'Industrie, présidente en exercice du conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, explique le thème ici au micro de Stanislas Limpon et de Petroni Lokosu.
Le thème de la célébration retenu cette année est « Propriété intellectuelle et PME. Commercialisez vos idées ». Le choix de ces thèmes vise à mettre en lumière le rôle essentiel de la propriété intellectuelle dans le développement des PME. Les PME constituent en effet l'essentiel du tissu économique dans les États membres de l'OAPI. Elles sont les principales sources d'emploi. Et à cet égard, il est important de promouvoir les outils qui concourent à leur développement. La propriété intellectuelle en est un majeur. En effet, la propriété intellectuelle est pourvoyeuse de technologies qui permettent aux PME de mettre sur le marché des produits bien élaborés grâce aux brevets d'invention. Par ailleurs, elle met à leur disposition des outils de commercialisation tels que les marques qui leur permettent de fidéliser les consommateurs à leurs produits. La propriété intellectuelle est un puissant instrument de protection du capital immatériel des PME. Elle doit être au cœur de leur stratégie commerciale et d'expansion. Les avantages de l'utilisation de la propriété intellectuelle sont nombreux. Cependant, au niveau des États membres de l'OAPI, l'intégration par les PME de la propriété intellectuelle dans leur stratégie de développement n'est pas encore suffisante. Afin de permettre aux PME de jouer leur rôle économique, l'OAPI a mis en place un programme d'accompagnement à travers notamment la réalisation des audits de propriété intellectuelle. Ces audits visent à identifier le potentiel en propriété intellectuelle des PME afin de leur proposer des stratégies de protection et de gestion optimale de leurs actifs immatériels. Par ailleurs, l'OAPI mène à l'intention de ces PME des campagnes de sensibilisation et de formation sur l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle et organise régulièrement une compétition entre entreprises utilisant de façon stratégique le système de la propriété intellectuelle, notamment les marques de produits ou de services. Cette compétition dénommée les Awards de la marque OAPI se tiendra cette année à Douala au Cameroun du 13 au 15 mai. J'espère nous y voir nombreux. Au regard de l'importance de la propriété intellectuelle dans le développement des affaires, il est important que les structures d'encadrement des États membres encouragent les PME à s'approprier le système de la propriété intellectuelle. On change de sujet à présent. Une organisation qui œuvre dans du social aide les familles démunies à retrouver le bien-être. Il s'agit de l'organisation humanitaire pour l'entraide islamique au Bénin. Elle est allée faire don de kits alimentaires à plusieurs familles en détresse dans la commune d'Avrancourt. Brisumbo, Firmin Bassao. Lancement d'un projet de distribution de kits alimentaires aux familles démunies qui fait des heureux. Avrancourt, première étape d'une série de distributions qui va impacter des milliers de familles sur le plan national. Donc c'est le premier pas aujourd'hui et qui est destiné à 3130 personnes. Aujourd'hui c'est Avrancourt a reçu sa part qui est 230 kits. Les autres départements aussi vont recevoir aussi leurs kits. On ira jusqu'à Karimama, on ira jusqu'à Dougou, Parakou, Savé, etc. Après une cérémonie protocolaire toute simple, chaque bénéficiaire repart avec son lot. Un kit de 60 kg pour chacun. Tout ce qu'il nous a donné, je suis vraiment très content. Je suis ravi parce qu'il nous a donné de l'arco, du riz, tomates, ainsi de suite. Ce qui n'est jamais ça n'a jamais passé dans notre pays, dans nos villages ici à Choupa, ici à Avrancourt. Donc c'est comme une miracle quoi. Donc je suis très content. L'OEI, une organisation d'obédience musulmane, mais qui embrasse toutes les couches sociales sans distinction de religion ni de race. Notre partenaire, c'est une ONG humanitaire. Et quand il s'agit de l'humanitaire, il n'y a pas de différence. Ni de race, ni de religion, ni. Nous sommes tous des êtres humains. Donc et c'est là ce que l'islam nous oblige à faire. Donc cette ONG-là, quand il s'agit des œuvres humanitaires, même si dans un milieu il n'y a même pas aucun musulman, il y a besoin, ils vont les assister. Donc c'est ça que nous avons fait aujourd'hui. On n'a pas à distinguer entre les musulmans et les non-musulmans. Tout le monde a reçu. Depuis sa création, l'OEI fait du social et assiste les populations dans divers domaines. L'organisation a pour partenaire le Centre du Roi Salman,
pour le secours et les actions humanitaires basées en Arabie Saoudite. Parlons à présent de cette 14e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme qui a été célébrée à Havrancourt. En finir avec le paludisme au Bénin. Les partenaires techniques et financiers se sont engagés dans la lutte. On fait le point avec Brice Mbo et Guillaume Avieno. Une visite de stand dédiée à des antipaludéens fabriqués au Bénin, mais aussi à des consommables médicaux, et cela à la place des fêtes du centre-ville d'Havrancourt. La localité accueille officiellement et au plan national la célébration de la 14e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Une maladie qui tue un enfant toutes les 2 minutes dans le monde et plus encore dans les pays au sud du Sahara, dont le Bénin, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Nous devons repenser la lutte contre le paludisme non seulement en offrant une place de choix à la communication pour un changement de comportement, mais également en exhortant toutes les parties prenantes à prendre les responsabilités qui sont les leurs à travers leur engagement dans la lutte contre le paludisme. L'exhortation à une synergie d'action dans la droite ligne des initiatives entreprises depuis 2020 par le gouvernement béninois, de concert avec les partenaires techniques et financiers, mais aussi plusieurs entreprises opérant sur le territoire national. Une synergie d'action pour endiguer le ravage du paludisme afin de tirer un trait sur la maladie au Bénin. Ce à quoi invite d'ailleurs le thème de cette année, Zéro paludisme, tirer un trait sur le paludisme. Tous les partenaires techniques et financiers reconnaissent et saluent les efforts fournis par le gouvernement du Bénin, avec à la tête le président Patrice Talon, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, et exhorte le programme national de lutte contre le paludisme à poursuivre cet élan. Car il reste des défis à relever, des progrès sont encore possibles et il faut intensifier l'appui à cet important programme. Malgré un contexte sanitaire difficile dû au Covid-19, le gouvernement reste optimiste et s'engage à hisser le Bénin au rang des pays du continent qui ont vaincu le paludisme. Il compte non seulement sur les PTF et les entreprises, mais surtout sur les communautés avec le concours des OSC pour l'assainissement de leur milieu de vie afin d'éviter le développement des gîtes larvaires à l'origine du paludisme. Le ministère de la Santé est bien conscient de l'enjeu. Nous avons parcouru du chemin, mais il nous reste encore du chemin à parcourir. C'est pourquoi le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, et les partenaires techniques financiers ont pris des engagements forts et historiques dans la mobilisation des ressources financières pour lutter contre cette pandémie. Au lancement de cette journée est couplé le lancement de la quinzaine d'actions de mobilisation contre le paludisme avec à la clé plusieurs actions de sensibilisation. Lancement hier à Parakou de l'examen de certificat de qualification au métier CQM. Près de 1500 planches actuellement dans 5 centres de composition pour 40 métiers au total. Le lancement officiel des épreuves a eu lieu à la prison civile de Parakou où environ 20 détenus prennent aussi part à cet examen. Les détails avec Olviga Messon et Dorcas Tito. C'est bien stylé, non? 1330 candidats, dont près de la moitié de sexe féminin, planchent dans 6 centres de composition pour l'obtention du certificat de qualification au métier. La particularité de cette édition 2021 est la participation de 21 candidats, pensionnaires de la prison civile de Parakou, à cet examen. Ils ont été formés en effet depuis plusieurs mois au tissage, à la couture et à la coiffure homme. Je voudrais, par cette intervention, demander à mes amis détenus que c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire ici qu'on va leur demander. Il n'est pas à paniquer. Il n'y a pas à paniquer. Il faut faire ce que vous savez faire et le succès suivra. La particularité de cet examen organisé cette année à Parakou est marquée par les différents faits. L'insertion de 2 nouvelles filières, en l'occurrence l'énergie renouvelable et le métier de boulanger. Aux candidats, je vous prie de ne pas paniquer.
Les épreuves sont à votre portée et on ne vous demandera que ce que vous avez appris. Je vous souhaite une bonne chance et ayez du courage. Actuellement, lorsque vous aurez votre diplôme et que vous allez quitter cet établissement, vous serez utile à la population et utile à vous-même. Vous n'allez plus revenir ici, c'est notre souhait. Des métiers d'avenir qui cadrent avec la vision du gouvernement de faire de la formation professionnelle un levier de développement. Ce n'est qu'à travers la formation au métier qu'on va pouvoir former des citoyens aptes à faire face aux exigences d'un marché du travail de plus en plus difficile. Blaise Pascal disait, la meilleure chose dans la vie d'un être humain, c'est le choix d'un métier. Chers détenus, vous avez bien su faire de choisir un métier. Et à la sortie d'ici, ce métier va vous permettre de prendre en charge vos familles et de contribuer au développement de la nation béninoise. La délégation a ensuite mis le cap sur les autres centres de composition pour constater le bon déroulement de l'examen. Un examen organisé dans le respect strict des gestes barrières compte tenu du contexte sanitaire actuel marqué par la pandémie du Covid-19. En sport à présent, le top du championnat national professionnel de volleyball a été donné. Et pour la rencontre inaugurale, Énergie Volleyball Club recevait Alada Volleyball Club. Les visiteurs se sont imposés face à leur adversaire. Le point avec Blaise Adampo. Les réformes s'imposent à toutes les disciplines, dont le volley. Voilà la raison principale du lancement du championnat professionnel de volleyball. Désormais, tout est mieux organisé pour plus d'attractivité et de spectacle. Nouvelle dynamique du comité exécutif de la Fédération béninoise de volleyball. En interne, depuis un an déjà, nous pensons déjà à revoir notre façon d'organiser un certain nombre de choses en termes de compétition. L'institutionnalisation d'un championnat professionnel donne la preuve de votre détermination à redorer l'image du volleyball dans notre pays et à lui imprimer une nouvelle dynamique en cohérence avec les grands axes des réformes du secteur des sports engagés par le gouvernement. Après les discours d'ouverture, place au spectacle avec à l'affiche de cette nouvelle formule, Énergie Volleyball Club, Alada Volleyball Club. Les électriciens en rouge à domicile sont donc face à l'équipe venue tout droit de la cité de Adjaouto. On va dérouler. Si l'adversaire arrive à nous contrer, on trouvera la formule pour s'en sortir. Mais je promets que la victoire sera la nôtre. Fanou Louis et Kakbo Anissé sont aux commandes de cette rencontre inaugurale. Début du premier set en trompe pour Énergie Volleyball Club. Dominé et acculé, Franck Lokono réorganise le jeu d'Alada. Je vais vous dire qu'il y a des joueurs qui viennent de faire leur premier pas dans un grand match. Et comme c'est difficile de faire ce premier pas, on lit et après on réajuste. Son schéma fonctionne. L'équipe d'Alada enchaîne les points, mène et remporte le premier round, 25-18. La pause intervient. Les coachs des deux équipes donnent de nouvelles consignes à leurs joueurs. Le deuxième set est plus enflammé. Les 12 acteurs ne se lâchent point. Les deux équipes sont au coude à coude. Énergie se montre très envieuse. C'est la pression. On s'est mis trop de la pression. Les efforts fournis ne portent pas forcément leurs fruits. L'équipe baisse en intensité. Un fait dû sûrement à la fatigue. Alada Volleyball Club en profite et prend de l'avance. 21-8. Les électriciens ne baissent pas les bras. Ils essaient le tout pour le tout. Leur stratégie marche. Ils obtiennent 4 points supplémentaires. Mais la réplique de l'adversaire ne se fait pas attendre. Alada remporte le deuxième set, 25-15. Le troisième et dernier set voit l'équipe de la cité de Adjaoutor venir à bout de l'adversaire. Mais les débats ont semblé s'équilibrer un tout petit peu. En témoigne le score, 25-19. Nous avons fait une belle lecture sur l'adversaire et lors du troisième set, ils ont commencé par comprendre. Mais nous avons insisté pour pouvoir arriver à leur but.
Remarquez que notre équipe, c'est une équipe assez jeune. Donc, il y avait beaucoup de jeunes qui n'ont jamais joué à une hauteur pareille, mais je crois que ça va prendre. Le championnat national professionnel de volleyball 2020-2021 regroupe 6 clubs chez les hommes et 4 chez les dames. Les matchs se jouent dans un format aller-retour. Et de l'autre côté à Parakou, Dynamo a concédé sa deuxième défaite d'affilée à domicile en Super League Pro béninoise. Le but de Thomas Akowe dans les dernières secondes de la première partie du match a plongé le deuxième club de Parakou dans une petite crise de résultats. C'est du moins ce que nous dit Patrick Ayadji. C'est très mal, parce que peut-être 6 points à domicile, vraiment, c'est énorme. La Dynamo a cessé de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique, laissant une partie de Parakou dans le noir. Dans cette partie de football dominée par les visiteurs, le dieu assassin Olaïta Bakari s'offre un petit numéro sur la droite. Dans le money time de la première partie, Thomas Akowe finit le job au second poteau. Dynamo de Parakou, malchanceux un peu plus tôt sur ce missile de Jalil Yerima, croyait revenir dans la partie sur ce coup franc de Souleymane Bachirou. Mais l'expérience de l'international Tchéi Damilola vient refroidir le stade municipal de Parakou. Le reste de la rencontre appartient à Junior Laïtan, une pierre précieuse au cœur du jeu des Blancs et Bleus. Junior Laïtan, Junior Laïtan, Junior Laïtan, Junior Laïtan. Raoufou Imourou et ses poulains baillent dans une spirale négative. Une deuxième défaite d'affilée à domicile. L'autopsie est difficile à faire. Ça fait très mal. Parce que peut-être 6 points à domicile, vraiment, c'est énorme. Nous allons encore essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. On a tout essayé. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. On va essayer de voir quand même. Sinon, je n'ai pas remarqué quelque chose. L'équipe va faire son mieux. Ce que Dieu a voulu, c'est ça qui est passé. On ne va pas bouder notre plaisir, on est content de prendre ces 6 points en 2 matchs et j'espère que ça va continuer. On n'a pas vraiment, on va dire, une ambition d'être, voilà, plus. Il faut essayer d'être le plus haut possible, essayer de faire monter les qualités que nous avons et si au finish on est parmi les 2 premiers, ça va être bénéfique pour nous. C'est Junior Laïtan qui a pratiquement, on va dire, fait le jeu, qui a fait tourner. C'est vrai qu'il a pu nous faire marquer depuis, mais vous savez, les joueurs, il y a les bons comme les mauvais côtés. Il a essayé d'être beaucoup plus positif pour l'équipe et je pense que c'est à son honneur. Je pense qu'au niveau du milieu du terrain, on a cette qualité technique en face. Peut-être ils n'ont pas, c'est ça qui a fait la différence. Un fait majeur qui change peut-être l'image de la Super League professionnelle, l'utilisation de tableaux de fortune par le 4e arbitre, un film à ne plus rejouer. Et à l'international à présent, l'actualité est marquée ce jour par certains faits comme une attaque djihadiste au Nigeria, la lutte contre la corruption en Afrique du Sud et la lutte contre le coronavirus en Inde. Au Nigeria, au moins 31 militaires ont été tués dimanche sur une route du nord-est du pays où des djihadistes liés à l'État islamique ont tendu une embuscade à leur convoi, a-t-on appris lundi, de 2 responsables militaires. Une vingtaine de véhicules de combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont attaqué dimanche vers midi ce convoi militaire dans la localité de Mainok, située dans la périphérie de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste dans le nord-est qui dure depuis plus de 10 ans. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud, l'ANC, essaie de pousser vers la sortie son secrétaire général accusé de corruption. Pour l'expert Msebizi, professeur en sciences politiques, c'est une question de crédibilité pour l'ANC qui joue gros dans son bras de fer avec l'un de ses leaders dont les soutiens sont nombreux. Pour la première fois, l'ANC est sur le point de dégager son propre secrétaire général. Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire.
Cela montre le degré de corruption au sein de l'ANC. Cela fait aussi courir le risque, ou en tout cas, ça évoque l'éventualité d'une scission au sein du parti, parce qu'il y a beaucoup de soutien. La corruption a grandi pendant longtemps au sein de l'ANC. Il y a beaucoup de gens impliqués. Donc, en le soutenant, c'est eux-mêmes qu'ils défendent. En Inde, un homme déguisé en coronavirus tente de convaincre ses compatriotes de porter des masques dans un marché bondé de la ville de Siliguri, dans l'est de l'Inde. Il fait partie d'une ONG appelée Unique Foundation, un groupe local qui tente de sensibiliser les gens à la manière dont ils peuvent se protéger et protéger les autres du coronavirus. L'Inde, en proie à une flambée des cas de coronavirus, a déclaré dimanche le conseiller de Joe Biden pour la sécurité nationale. Vendredi déjà, près de 350 000 nouveaux cas ont été détectés et 2760 personnes ont officiellement trouvé la mort. Un bilan humain aggravé par la saturation totale du système hospitalier. À Bangalore, comme dans toutes les grandes villes, on manque de tout. En Russie, la justice a ordonné la suspension des activités des organisations liées à l'opposant emprisonné Alexei Navalny, qui sont menacées d'être déclarées extrémistes et interdites. Les activités des bureaux de Navalny et du Fonds de lutte contre la corruption ont été immédiatement suspendues, a écrit sur Twitter Ivan Zhdanov, directeur du FBK. Le bureau moscovite de l'opposant a de son côté indiqué sur Telegram ne plus pouvoir travailler sous l'ancien format du fait de cette décision. Ce ne sera pas facile de se battre, mais nous gagnerons car nous sommes nombreux et nous sommes forts, a indiqué le bureau. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, et bon appétit à vous si vous êtes à table.